L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Charleroi, au cœur du pays noir, couve quelque chose d'anormal. Le chef d'enquête de la ville de Neufchâteau, Michel Demoulin, est en déplacement pour la journée. Il y a 2 ans, il est devenu une célébrité dans tout le pays, bien malgré lui. Il est celui qui est parvenu à faire craquer Dutroux et à faire libérer Sabine et Laetitia, 2 des victimes du monstre. Depuis, l'ennemi public numéro 1 est derrière les barreaux, en attente de son procès. Tout le monde en parle. L'opinion s'est embrasée. Manifestations, défiance profonde contre les forces de l'ordre, dégoût de la justice et des instances politiques. Ah, c'est très clair. L'affaire Dutroux est devenue un véritable scandale d'État. Alors qu'il est sur le point de rentrer à Neufchâteau, Michel Demoulin est particulièrement surpris par le nombre très élevé de barrages routiers. Partout, des gyrophares, partout, des gendarmes sur les nerfs. Enfin, mais bon sang, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Se murmure-t-il à lui-même. Nous sommes le 23 avril 1998. Il est aux alentours de 15h, et c'est l'heure H de mon histoire. Au volant de sa voiture, le chef d'enquête se surprend à trembler. Lorsque son téléphone se met à sonner, il sursaute. À l'autre bout du fil, ce sont ses collègues de la province du Luxembourg. « Michel, dépêche-toi de rentrer, Dutroux s'est évadé. Et c'est toi qui le connais le mieux. T'as une piste, t'as une idée? Tu sais où il aurait pu aller ?» Sonné, le chef d'enquête ne sait pas par où commencer. Non, évidemment, il n'a aucune idée de l'endroit où Dutroux pourrait se terrer. Enfin, Martelange, ouais, peut-être. Avant de raccrocher, Demoulin lâche un « J'arrive ». La nouvelle fait l'effet d'une bombe dans tout le pays. La société dans son ensemble est traumatisée par l'affaire Dutroux. Depuis plusieurs années maintenant. Elle ne cesse d'en vivre les rebondissements avec colère, véhémence et surtout incompréhension. Dutroux s'est échappé du palais de justice de Neufchâteau au volant d'une Renault Mégane gris métallisé. C'est tout ce que Michel Demoulin sait. Le pied sur le champignon, il n'a qu'un objectif, rentrer au plus vite sur les lieux de l'évasion. Neufchâteau, 15h15. C'est le branle-bas de combat dans le chef-lieu d'arrondissement de la province de Luxembourg. Témoins de la scène, passants et habitants sont tous sous le choc. La ville est en état de guerre. Dans les voitures de gendarmerie déployées le long des routes d'Ardennes, les mêmes infos-fuses. Il serait armé d'un revolver dont le chargeur serait dégarni. L'individu est en tenue de prisonnier. Il a des baskets blanches, des lunettes vertes. Il porte une moustache, plus de barbe. Les traits sont tirés d'inquiétude. La tension est à son comble. Et pour cause, c'est l'incarnation du croque-mitaine qui se planque là, dehors. Le temps s'égrène et le criminel semble s'être volatilisé. Au palais de justice de Neufchâteau règne l'effervescence des grands événements. La presse venue de tout le pays se masse en nombre. La foule de journalistes est si compacte que les caméramans sont contraints de se hisser en hauteur sur des tables et des chaises. Tous attendent des réponses. Une conférence de presse exceptionnelle s'apprête à être donnée. Mais comment diable le démon Dutroux a-t-il pu fausser compagnie aux gendarmes ? Dans l'opinion, cet épisode est une énième démonstration que plus rien ne tourneront en Belgique. Ils sont 2 à se présenter devant les micros. Le procureur du roi, Michel Bourlet, dossier sous le bras, suivi de près par le juge Langlois. Ce dernier a remplacé, au cœur d'un scandale innommable, le juge Conrott, très apprécié dans la population. L'affaire du spaghetti, qui a conduit au dessaisissement du juge d'instruction, a fait beaucoup de mal. Elle a, par ricochet, éclaboussé le procureur du roi.
Autant dire que les deux hommes ne sont pas à l'aise. Ce nouveau rebondissement continue de jeter le discrédit sur toutes les parties prenantes du dossier. Les mines sont graves. Les mots du juge Langlois sont concis. Ils permettent d'apprendre comment l'accusé a pu s'échapper. L'inculpé Marc Dutroux consultait le dossier 8796 le concernant. 2 gendarmes assuraient la sécurité dans le palais. Marc Dutroux a demandé à consulter un autre dossier. Profitant de la manipulation des dossiers, il a malmené les gendarmes, subtilisant par la même occasion l'arme de l'un de ceux-ci. Estomaqué. La presse n'en revient pas. On se demande bien comment des militaires chargés de la garde de l'inculpé le plus terrible du pays ont pu se faire avoir de cette manière. Il y a de quoi s'interroger sur le peu de moyens humains déployés. 2 hommes ? Quoi, 2 hommes, c'est tout ? Non, ça ne semble vraiment pas sérieux, comme l'expriment sans détour certains citoyens. On est dirigé par des gens qui sont tout à fait incapables. Et vous demandez, comme certains, la démission du gouvernement ? Certainement, la démission du gouvernement. Nous devons montrer que nous voulons la démocratie active et pas seulement des gens qui prennent le pouvoir sans responsabilité. Partout, des barrages sont dressés sur les routes. En vain. Aucune renommée gagne grise à l'horizon. Marc Dutroux semble avoir disparu des radars. Dans la salle de conférence de presse, certaines familles de victimes sont sous le choc. Pire, les parents des 2 survivantes de la maison de l'horreur se retrouvent sous pression. Patricia Martin, la mère de Laetitia, annonce à la presse que sa fille a été mise en sécurité. Et si l'accusé prenait la fuite pour atteindre celle qu'il n'a pas pu garder entre ses griffes ? Les dossiers d'enquête mis à sa disposition comportent des données sensibles, notamment des adresses. Le temps file, et le fugitif n'a toujours pas été retrouvé. L'horloge joue contre les forces de l'ordre et les magistrats. Voilà plus de 2 heures que Dutroux s'est volatilisé. Lorsqu'il arrive à Neufchâteau, le chef d'enquête, Michel Demoulin, est en nage. Il n'a eu de cesse de demander des précisions sur l'avancée des recherches, sans que cela ne le rassure en quoi que ce soit. Cependant, à son arrivée, les gendarmes déployés viennent de faire une découverte majeure. La voiture volée par Marc Dutroux. Il y a un homme qui connaît les denses forêts du Coin comme sa poche. Le garde forestier Michaud. Oh, l'homme en est certain. Il sait où trouver Marc Dutroux. Alors qu'il est auditionné, Demoulin s'empresse de mettre tout le monde en mouvement. Pas de temps à perdre, les gars. On va le chercher. En chemin, Demoulin se rend compte qu'il n'est pas armé. Le fusil du garde fera l'affaire. La troupe s'enfonce dans la forêt. Il lui faut quelques minutes pour atteindre sa destination. Face aux gendarmes, entre les branches encore dégarnies du printemps se trouve la Renault Mégane tant recherchée. Elle ne semble être qu'une carcasse. Plus rien ne bouge. Le fugitif aurait-il eu le temps de se faire la malle ? Retour en arrière. Juin 1995, plus précisément. À Grasologne, en province de Liège, 2 petites filles disparaissent sous le soleil d'un samedi après-midi. Elles s'appellent Julie et Mélissa. Elles ont 8 ans. Avertis, les forces de l'ordre envoient les chiens pisteurs. Les animaux perdent la trace des enfants au niveau d'un pont au-dessus de l'autoroute. La tension monte rapidement dans la presse nationale. Les filles se sont volatilisées et cela intrigue dans les colonnes faits divers des quotidiens du pays. D'emblée, les parents se plaignent du manque de coordination avec la gendarmerie. C'est elle qui imprime les affiches de recherche, qui convoque les médias. Début juillet, les familles organisent elles-mêmes une reconstitution des événements afin de chercher des témoins. En face, le silence institutionnel s'installe. La sensation d'un manque de considération aussi.
Ce n'est que 36 jours après la disparition des fillettes que la gendarmerie se charge de mener une battue d'ampleur à Ougré. Sans succès, évidemment. Les choses ne vont pourtant pas tarder à évoluer. Le 22 août, à Ostende, Anne et Effieux, 17 et 19 ans, se volatilisent. Là encore, le comportement de la police face à ceux qui déclarent leur disparition marque les esprits. Pour le dire sobrement, on ne les prend pas au sérieux. Le statut de jeunes adultes d'Anne et Effieux joue contre les proches inquiets. Dans les médias, on rapporte le relativisme des forces de l'ordre. Des fugues à cet âge, c'est courant. Lorsque les parents de Anne notent qu'elle n'a pas pris les médicaments qu'elle garde assidûment, on leur renvoie la balle. Pas de raison de s'inquiéter. Les familles des disparus sont encore remplies d'espoir. Pour elles, pas de doute. Il s'agit d'un enlèvement et le ravisseur va se manifester, réclamer une rançon. La colère, pourtant, est bien présente. Les parents de Julie et Mélissa n'hésitent pas à pointer du doigt le manque d'action des forces de l'ordre et de la juge d'instruction. Et des personnalités politiques se joignent à eux, comme le sénateur Philippe Monfils. On ne peut pas continuer, n'est-ce pas, dans la situation où on se trouve, où vraiment on donne l'impression à l'opinion publique que les choses vont très très mal et que nous sommes incapables, l'État est incapable de faire son devoir, c'est-à-dire de retrouver des personnes et des gosses qui sont disparus. Et je crois que l'affaire est suffisamment importante, dramatique, que la disparition d'enfants comme la pédophilie sont choses tellement affreuses, atroces, qu'il faut évidemment mettre le maximum de possibilités et le maximum de moyens pour lutter contre ces drames. Le temps file et rien ne bouge. Peut-être parce que les enquêteurs et magistrats, au fond, sont déjà persuadés de la mort des filles. Mais le truc, c'est qu'ils n'en savent rien. Du côté des disparus d'Ostende, les recherches ne donnent rien non plus. En décembre 1995, le cap des 170 jours de disparition est dépassé pour Julie et Mélissa, celui des 100 pour Anne et Effieux. Les familles désemparées continuent d'occuper l'espace médiatique. Et l'opinion commence sérieusement à s'intéresser à cette affaire. Et mieux, à compatir avec les proches des disparus. La population partage leur colère et leur quête de justice et de vérité. Les parents se débrouillent seuls, font le tour du monde ou presque à la recherche de nouvelles pistes. En vain. Le 20 décembre, alors qu'ils réclament l'accès au dossier d'instruction depuis des mois, les parents de Julie et Mélissa sont déboutés. L'opinion publique commence à se chauffer à blanc. Un comité de soutien se forme autour d'eux, renforçant par là même le sentiment d'un abandon des forces de l'ordre et de la justice. Les moyens mis en place sont considérés comme dérisoires. Les mois filent, l'horreur s'installe de nouveau. En mai 1996, alors que Julie et Mélissa ont disparu depuis près d'un an, la petite Sabine Dardenne, 12 ans, se volatilise près de Tournai. Là encore, aucune trace d'un éventuel ravisseur. 80 jours plus tard, à Bertry-Rebelote, Laetitia Delay, 14 ans, disparaît à quelques centaines de mètres de chez elle. C'est là qu'entre en scène un homme qui va tout changer. Il s'appelle Michel Bourlet. Il est procureur du roi à Neufchâteau et il va prendre ce dossier à bras-le-corps. Très vite, la différence de gestion entre Liège et Neufchâteau est on ne peut plus notable. Immédiatement après la disparition de Laetitia, le procureur du roi n'a de cesse de lancer des campagnes de recherche et des battues. Il faut dire qu'elle est la 8e disparue en 2 ans. Un chiffre bien trop terrifiant pour passer inaperçu. Mais la gendarmerie s'entête. Non, aucun élément ne permet de relier les affaires entre elles. Non, la Belgique n'est pas le territoire d'un implacable ravisseur d'enfants. Non. 13 août 1996. Laetitia a disparu depuis 4 jours.
Les recherches menées par Michel Bourlet semblent porter leurs fruits. Dans la région de Charleroi, on fouille des maisons. On mène des arrestations, le tout grâce à un témoin qui a relevé le numéro de plaque partiel d'un véhicule suspect présent sur un parking de Bertry. Le tout, quelques minutes avant la disparition de Laetitia. Sur le terrain, c'est un certain Michel Demoulin qui se retrouve à gérer les différentes évolutions. C'est lui qui, le premier, fait face à un homme fraîchement interpellé, un certain Marc Dutroux. « 15 août 1996, 17h15. Habilement, Demoulin interroge son suspect, mutique, froid. Il tente de gagner sa confiance, mais l'homme est méfiant, taiseux. L'enquêteur le confronte, il bluffe, et ça marche. En une phrase, Dutroux enlève son masque. C'est pas une fille que je vais vous donner, mais deux. Il pointe du doigt la vie de recherche de Sabine Dardenne, disparue depuis 87 jours. Michel Demoulin comprend qu'il tient quelque chose. Branle-bas de combat, direction Marcinelle. Demoulin est dubitatif. L'adresse, indiquée par Dutroux, a été fouillée 2 jours plus tôt, sans succès. C'est parce que le ravisseur présumé dispose d'une cache qu'il s'empresse de montrer à l'enquêteur. Dans sa cave, derrière une étagère, se trouve un petit local, miteux, minuscule. En un rien de temps, Demoulin fait face à Sabine et Laetitia. Il est scotché. Avant de partir, les gamines demandent l'autorisation à Dutroux de pouvoir reprendre leurs affaires. Elles sont encore sous son emprise, bien malgré elles. C'est le procureur du roi Michel Bourlet qui se charge de communiquer sur l'avancement du dossier lors d'une conférence de presse. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer que nous avons retrouvé saine et sauve Laetitia, mais aussi Sabine. Je peux vous confirmer qu'il s'agit effectivement d'un enlèvement. L'affaire me paraît grave, évidemment, de par ses conséquences sur les enfants qui, heureusement, ont l'air en bonne santé physique et sont heureux de revoir leurs parents. Qui est ce Marc Dutroux ? A-t-il un lien avec les autres disparus, dont on n'a toujours pas retrouvé la trace ? La cache minuscule laisse présager le calvaire des petites survivantes. Dès leur première prise de parole, on apprend que Laetitia n'a pas été enlevée par un homme, mais 2. C'est la stupeur. Dutroux aurait donc au moins un complice. La dureté de leur captivité entre solitude et viol répété traumatise l'opinion. En creux, on ne peut s'empêcher de penser que le ravisseur est lié aux autres cas de disparition. Les parents de Julie et Mélissa, eux aussi, s'en persuadent. On espère que l'arrestation du fameux monsieur Dutroux va nous donner le bout de la ficelle qu'on attend depuis 14 mois maintenant. Cette découverte judiciaire importante nous amène la preuve éclatante que ce que nous avancions déjà l'an dernier au mois de juillet est réel. Il existe vraiment des enlèvements d'enfants par des bandes organisées. Marc Dutroux est mis en état d'arrestation. Il n'est pas le seul. L'accompagne en prison sa femme, Michel Martin, et son complice présumé dans l'enlèvement de Laetitia, un certain Michel Lelièvre. Il y a aussi Michel Nioul, dont le rôle est pour le moins flou. Quoi qu'il en soit, l'étau se resserre autour des inculpés. À la manœuvre pour les coincer, un duo de magistrats dont on va reparler, Michel Bourlet et le juge Conrod. Les premiers jours d'enquête permettent d'en apprendre plus sur Dutroux. Il n'a pas de métier, pas de revenus, si ce n'est des rapines à gauche et à droite. Cela ne l'empêche pas de posséder plusieurs masures, un peu partout dans la région de Marcinelle.
Les enquêteurs remontent jusqu'à une ancienne affaire de mœurs sur mineurs pour laquelle il a été condamné à la fin des années 80. Sur ces bases, Demoulin tente de maintenir le lien avec son principal suspect. Son but, remonter le fil et trouver d'autres victimes potentielles. Le 17 août, après un énième interrogatoire, le chef d'enquête lance une énorme campagne de fouilles à Sarre-la-Buissière. C'est là que le couple Dutroux-Martin réside une partie du temps. L'opération est de grande envergure. C'est parce que Demoulin est malheureusement persuadé de mettre la main sur quelque chose. C'est d'autant plus le cas que les enquêteurs flamands se demandent si ce suspect dont tout le monde parle ne pourrait pas avoir enlevé Anne et Effieux. Et là, tout va très vite. En mettant la pression à Dutroux, Demoulin obtient des aveux partiels. Oui, Julie et Mélissa ont séjourné à Marcinelle dans l'horrible prison cachée. En revanche, le prédateur est catégorique. Il n'est pas responsable de leur enlèvement. Qu'importe. Il faut maintenant retrouver les petites filles. Lorsqu'on lui demande où elles sont, Dutroux se contente de pointer du doigt une zone de sa casse automobile. Il en est certain. Elles sont là-dessous. L'accusé ne se trompe pas. Plus de 400 jours après leur disparition, on extrait les corps des petites disparues de Grasologne. Un sentiment de désespoir terrible se distille dans tout le pays. Pour les parents des fillettes, c'est la fin de tous les espoirs. En creux, la colère grimpe très vite. L'autopsie démontre que les victimes sont mortes depuis plusieurs mois. Plusieurs mois, oui. Mais pas 400 jours. Elles ont donc vécu de longs moments de captivité, alors même que la justice et les forces de l'ordre, seulement quelques jours après le rapt, semblaient convaincus de leur décès. En plus des deux fillettes, le procureur Bourlet annonce la découverte d'un troisième corps, celui d'un complice de Dutroux. Décidément, le mystère ne cesse de s'épaissir. Sans cesse cuisiné par le chef d'enquête, le suspect se sert du mort pour se déresponsabiliser. C'est ce gars qui lui a amené les gamines. Il insiste. Il ne les a pas enlevées. Mais personne n'est dupe. Marc Dutroux n'hésite pas à avouer le meurtre de son complice. Ce dernier voulait tuer les petites, alors il s'en est débarrassé. L'opinion ne va pas tarder à s'embraser. Dans une conférence de presse qui met le feu aux poudres, le procureur Bourlet annonce que Dutroux a passé la fin d'année 1995 en prison. Il aurait chargé ses complices, dont sa femme, de s'occuper de Julie et Mélissa en son absence. Premier choc. Les petites étaient toujours vivantes au mois de décembre. Hélas, ce n'est pas le pire. En quelques mots, le magistrat jette un pavé dans la mare. Quand il est sorti de prison, personne ne s'en était occupé. Autrement dit, les petites sont mortes de faim dans l'horrible cage de Marcinelle en mars 1996, soit 9 mois après leur enlèvement. L'opprobre tombe directement sur les forces d'enquête alors que les parents n'ont cessé de se révolter contre leurs interlocuteurs pendant des mois. La pression populaire pèse fortement sur la justice. Dutroux est en récidive. Lui qui fut libéré préventivement pour des faits de mœurs à la fin des années 80. La révolte gronde. Et puis, nouveau coup de théâtre. Les fouilles menées à Marcinelle permettent de retrouver l'une des chaussures portées par Anne le jour de son enlèvement. Le criminel n'a plus le choix. Il doit passer aux aveux. À Demoulin, il annonce avoir enlevé les jeunes filles à Ostende. Il les a séquestrées à Marcinelle, à l'étage de la maison, alors que Julie et Mélissa se trouvaient toujours dans la cave. Impossible de gérer 4 captives. C'est lui qui a voulu s'en débarrasser. Mais il a demandé à son complice de commettre l'irréparable. Dutroux ne sait pas ce qui est advenu ensuite.
Les corps de Anne et Effieux sont retrouvés 1 an après leur disparition au domicile du complice assassiné de Dutroux à Jumet. Il est probable qu'elles aient été droguées puis enterrées vivantes. C'est la fin de tous les espoirs pour leurs proches. Michel Bourlet continue ses investigations. En septembre 1996, il convoque à Neufchâteau les familles des victimes de Dutroux, mais aussi celles des disparus qui n'ont jamais pu être retrouvés. Le but ? Relier potentiellement Dutroux et ses complices à d'autres affaires. De son côté, la presse évoque l'hypothèse d'un réseau de ravisseurs pédophiles. Bourlet, lui, peut compter sur le juge Conrot, chargé des dossiers des 6 victimes de Dutroux. Ce duo, propulsé à la tête d'une des plus grosses affaires judiciaires de l'histoire du pays, devient très vite populaire. Pourquoi ? Parce qu'il donne l'impression de prendre les choses avec sérieux et brio, bien plus que précédemment. Surtout, il n'hésite pas à s'entourer des familles et des proches des disparus. L'ampleur du scandale ne cesse de grossir. Des centaines de cassettes vidéo saisies laissent à penser que de nombreuses jeunes filles ont été abusées sexuellement par Dutroux et ses complices. Bien qu'on ne reconnaisse que le ravisseur de Julie et Mélissa sur les images, un véritable effet boule de neige se propage. En cause, la méfiance tenace de la population contre les organes judiciaires. Les magistrats à la tête du dossier y échappent. Mais ça ne suffit pas. On suspecte que certaines personnes haut placées pourraient être couvertes. Bientôt, la méfiance va se transformer en véritable défiance. Un scandale dans le scandale s'apprête à provoquer une ahurissante levée de boucliers dans tout le pays. L'affaire du spaghetti. « 27 septembre 1996. Une bombe liée au dossier Dutroux, encore une, tombe sur la Belgique. Le juge Jean-Marc Conrot pourrait se retrouver dessaisi de l'affaire. En cause, sa participation avec le procureur du roi à une soirée spaghetti organisée à Bertry pour le soutien et la défense de Sabine et Laetitia. L'avocat de Dutroux crie au scandale. Et donc voici un magistrat qui estime adéquat de se déplacer dans une soirée où se trouvent des parties civiles, qui est organisée cette soirée par une ASBL qui est partie prenante. Et voici donc qu'au bout du compte, quelque part, directement ou indirectement, car par sa présence, compte tenu de ce qu'il est populaire, ce magistrat, avec M. Bourlet, assure la réussite de cette soirée et donc assure de bons profits. Et donc voici que ce magistrat, directement ou indirectement, participe finalement aux frais de défense de la partie civile. Il estime que le juge prend parti et dépose une requête à ce sujet. La Cour de cassation va devoir trancher. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est attendue au tournant. Pour beaucoup, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les parties civiles s'érigent en faux face à ce qu'elles jugent être une injustice. Le juge d'instruction et le parquet de Neufchâteau sont suspendus à la décision de la Cour. Malgré la pression populaire et une pétition au succès fulgurant, la Cour tranche en défaveur du juge Conrot le 14 octobre. Le magistrat est expulsé de la gestion du dossier. C'est l'escalade. La colère, jusqu'alors sourde, explose tout à fait. Les heurts sont quasiment incontrôlables. Dissimulation, corruption, les mots sont lancés. La justice est accusée de couvrir un scandale qui dépasse la seule personne de Dutroux. Paul Marchal, le père d'Anne, n'hésite pas à le dire haut et fort devant les marches du palais de justice de Bruxelles. Et cette fois, l'embrasement devient tout à fait inévitable. Les cris « assassin » résonnent partout. Les familles des victimes tentent bien un appel au calme, sans succès. Le 15 octobre,
La ville de Courtrai est emplie de manifestants qui soutiennent le juge Conrod. Idem à Bruxelles où des pompiers rejoignent le cortège. Ils sont 10 000 à manifester. Les forces de l'ordre sont directement visées. Ces cas ne sont pas exceptionnels. Namur, Bruges, Gand, Anvers, partout, la foule exprime une colère noire et ça va durer plusieurs jours. Aujourd'hui, les pères de famille qui sont ici marquent leur désaccord avec la sentence qui a été établie hier pour le juge Conrod. Je vous demande donc maintenant d'observer avec nous autres, tous ensemble, en mémoire des filles qui sont décédées, 1 minute de silence. C'est vraiment quelque chose qui nous coûte, mais que nous estimons nécessaire pour dire, bon, bougeons, parce qu'il y a peut-être un petit groupe ici, il y en aura un petit groupe ailleurs, et si on fait un petit pas et qu'on avance, eh ben on avancera. Il faudra quand même que l'État sache que le peuple doit être entendu également. La situation est d'autant plus critique qu'une grande marche doit se tenir le dimanche suivant dans la capitale, organisée par les familles des victimes. Elle est prévue depuis longtemps. Et le scandale autour du juge d'instruction démis de ses fonctions va lui donner une caisse de résonance supplémentaire. Plusieurs dizaines de personnes sont reçues au Palais Royal par les souverains. Albert II n'hésite pas à sortir de sa réserve habituelle pour enjoindre les instances à faire preuve de la plus grande vigilance au sujet des disparitions d'enfants. Il critique les erreurs et les manquements. Ces mots pèsent fortement dans le débat public. La marche gigantesque regroupe près de 300 000 personnes, du jamais vu. Devant la foule, Karine Russo lit une lettre adressée à sa petite Mélissa. Toutes les mamans, tous les papas du monde éprouvent ce sentiment d'émerveillement, de fierté, d'amour pour leurs enfants. C'est ce sentiment, enraciné au plus profond de nous, qui nous a conduits à te chercher encore, désespérément, jusqu'au bout. Petite princesse, notre fille, notre enfant sacré. Nous avons cru que l'institution judiciaire était un moyen pour nous y aider. Nous avons dû déchanter. Jusqu'au jour où un juge a décidé de mettre tout en œuvre pour traiter vos vies d'enfants, à vous, Laetitia, Sabine, Julie, Mélissa, Anne et Effieux, non comme des dossiers d'instruction habituels, mais comme des dossiers sacrés, sacrés comme vos vies, sacrés comme l'amour. Colère et compassion, dans le cas présent, se trouvent reliés. Dans le même temps se prépare la tenue d'une commission d'enquête bien particulière. Elle est chargée de faire la lumière sur les dysfonctionnements de l'enquête. Elle aussi va provoquer de sacrés remous. Fin octobre 1996. Le Parlement met les pieds dans le plat. Retransmise en direct à la télévision, la commission doit trouver des réponses. Durant des semaines, les auditions se succèdent. Ce moment parlementaire pourrait faire l'objet d'un sujet à part entière. Retenons seulement ceci. Police et gendarmerie se sont cachés des infos capitales afin de remporter une guerre sur fond de réorganisation des services. Avec plus de liens, plus de coopération et plus de rigueur, il est probable que l'issue aurait été différente pour Julie et Mélissa, et par ricochet pour Anne et Effieux. Dès les premiers jours après le rapt à Grasologne, Marc Dutroux est suspecté, sans que rien ne soit fait. La première juge d'instruction et la PJ de Liège, la gendarmerie, sont particulièrement mises en cause. On apprend qu'une opération de surveillance de Dutroux a été organisée, non officiellement. Utilisant un prétexte, des gendarmes ont perquisitionné la maison de Marcinelle alors que Julie et Mélissa se trouvaient dans la cave. Un des gendarmes auditionnés avoue même avoir entendu des chuchotements. La commission provoque des débats houleux. Le résultat est net. L'enquête n'a été qu'une terrible série de catastrophes. Pour les coupables, le temps de la justice est venu, du moins, si le monstre de Marcinelle ne se fait pas la malle.
Retour le 23 avril 1998. Le chef d'enquête, Michel Demoulin, est dans la forêt avec ses collègues. Ils viennent de repérer Dutroux, qui a abandonné le véhicule volé. Les équipes n'ont qu'une option, courir, le plus vite possible pour le coincer. Plus de temps à perdre. Armé de son fusil, Demoulin se lance dans la poursuite la plus importante de sa carrière. Il est bien aidé par des collègues plus jeunes, qui le distancent rapidement. Ils disparaissent entre les arbres. Bientôt, le chef d'enquête est percuté par un cri lointain. « Couche-toi! Face contre terre! Face contre terre !» Et puis, le silence. Demoulin ne s'arrête pas de courir. Le voilà bientôt au contact du criminel qui ne bouge plus, le nez dans les feuilles. Le représentant des forces de l'ordre, essoufflé, pointe son arme à côté du fugitif. D'un œil, Dutroux regarde l'ombre au-dessus de sa tête. Lorsqu'il découvre l'homme qui l'a fait craquer en interrogatoire, sa réaction est aussi surprenante que spontanée. « Quoi? Vous ici ?» Michel Demoulin, les yeux comme des éclairs, se contente de le remettre à sa place. « Tu pensais quand même pas que j'allais te laisser foutre le camp ?» Marc Dutroux a été repris. Dorénavant, plus rien ne peut l'empêcher de faire face à la justice. Ce nouvel épisode participe à ridiculiser encore les magistrats et les services de police. Le lieutenant général de la gendarmerie, les ministres de la Justice et de l'Intérieur annoncent leur volonté de démissionner. Les parents continuent de se battre contre une enquête et une instruction qu'ils jugent partiale et coupable de dissimulation. Le procès doit juger les accusés, mais les familles ne croient plus en la justice. 7 ans après les faits, voilà Marc Dutroux et ses complices devant le tribunal d'Arlon. Des centaines de témoins et de journalistes, des mois de débats doivent permettre de clore une affaire aux nombreux rebondissements. Dans le box, Dutroux, en costume, doit faire face au regard de Sabine et à celui des parents de Anne et Effieux. Aux côtés du principal accusé, le Lièvre et Martin font aussi face au juge. Michel Nioul, de son côté, comparaît libre. Dutroux choque. D'aucuns estiment qu'il tente de manipuler le tribunal en accusant certains des co-accusés, notamment Michel Nioul. De nombreux instants participent à faire de ce moment un procès comme aucun autre. C'est notamment le cas de la lecture des lettres de la petite Sabine Dardenne. Son journal, rempli de signes matérialisant l'horreur, est également présenté à la barre. Il permet de comprendre que c'est Dutroux, et Dutroux seul, qui a abusé d'elle. N'en pouvant plus, le père d'Anne Marchal doit être évacué en ambulance, ne supportant pas de revivre le calvaire traversé par sa fille. Laetitia parle, entourée de toutes les familles des victimes. « 12 semaines après son ouverture, le procès du siècle clôture ses débats. Le Lièvre prend 25 ans de prison. Michel Martin, la femme de Dutroux, 30 ans. Les jurés estiment que cette dernière est coupable d'avoir entraîné la mort de Julie et Mélissa en refusant d'aller les nourrir durant la peine de prison de son compagnon à l'hiver 1995. Pour info, tous deux sont aujourd'hui libres. Reste le visage principal de cette monstrueuse affaire, Marc Dutroux. Il est condamné à la perpétuité, considéré comme celui qui a enlevé, torturé et tué Julie, Mélissa, Anne et Effieux. Michel Nioul est le seul acquitté pour le volet sur l'enlèvement des petites. Mais ses échanges avec Dutroux avant et pendant l'enlèvement de Laetitia laissent planer le doute. Durant le procès, Dutroux l'accuse, affirmant que c'est lui qui a commandité les enlèvements. La cage dans la cave, un moyen pour le résident de Marcinelle de protéger les filles d'un réseau. Mais c'est pas tout. Il y a aussi
les certitudes de Laetitia, qui jure avoir entendu des coups de téléphone donnés par Dutroux. Son ravisseur y aurait mentionné le nom Michel. Dutroux est certainement le plus grand monstre que la Belgique ait jamais connu. A-t-il agi seul avec ses complices ? Ou n'était-il qu'un intermédiaire pour un réseau d'ampleur nationale, voire internationale ? Toutes les zones d'ombre n'ont pas été éclaircies. Aujourd'hui, la question de la libération de Dutroux, emprisonné à Nivelles, revient régulièrement sur le devant de l'actualité. Il s'agit là d'un véritable débat de société. Disons simplement ceci. C'est la nécessité de ne pas oublier Julie, Mélissa, Anne, Effieux, Sabine, Laetitia, leurs familles et celles des enfants disparus dont les affaires n'ont jamais été résolues, qui doit primer face à l'horreur. Plus que jamais, leur mémoire doit nous permettre de tout mettre en œuvre pour assurer la bonne protection de nos enfants, loin des intérêts partisans, loin des scandales, loin des suspicions. Voilà pour ce récit terrible que j'ai partagé avec vous grâce à la plume d'Antoine Charpagne et à la collaboration des équipes de LDV Productions. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.